principe, c'est la séparation des pouvoirs, rien moins. Et nous passons, depuis le début de ces auditions, nos journées à rappeler cette exigence fondamentale. La séparation des pouvoirs, en plus, nous en sommes en quelque sorte, nous, Commission des lois, les gardiens s'agissant des pouvoirs d'enquête du Sénat. Donc nous ne pouvons pas prendre à la légère ce principe, et nous ne devons pas enquêter sur des faits qui font l'objet de poursuites ou bien d'informations judiciaires. Il faut reconnaître toutefois, pour être parfaitement exact, que cet obstacle-là a déjà été surmonté dans le passé. Je citerai un exemple, 1999, commission d'enquête sur l'affaire des paillotes corses, et là, la commission d'enquête du Sénat a auditionné le préfet Bonnet et plusieurs autres protagonistes. Mais elle avait toutefois pris de très grandes précautions, auditionnant les intéressés à huis clos, écartant toute question relative à des faits dont la justice était alors saisie et ne rendant pas public dans son rapport les éléments susceptibles d'intéresser la justice. Et puis il y a un autre principe, c'est une question fondamentale elle aussi, c'est la question des droits de la défense. S'exprimant sous serment devant la commission, il ne faudrait pas qu'une personne auditionnée puisse être amenée en quelque sorte à témoigner contre elle-même, ce qui serait par exemple totalement exclu à la barre d'un tribunal. C'est un principe fondamental des droits de la défense, il est reconnu par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est la principale raison pour laquelle, lorsque je me suis exprimé publiquement sur l'hypothèse d'une audition de M. Benalla, je l'ai écarté la semaine dernière. Mais M. Benalla, à l'occasion d'un entretien dans un journal, a donné de ses fonctions sa propre version, d'une part, et puis d'autre part, il a fait savoir, je cite le terme qu'il a utilisé, son envie d'être auditionné par notre commission, ajoutant qu'il avait, je le cite encore, de quoi nous donner des explications. Dès lors, dans le respect des principes que je viens de rappeler, qui sont absolument essentiels et auxquels nous ne devons jamais déroger, je m'entretiendrai de nouveau avec nos rapporteurs et nous aurons une discussion interne à la commission et puis nous verrons à la rentrée ce qu'il convient de faire. Voilà ce que je voulais vous dire en préliminaire à cette audition. Alors ce matin, nous commençons par l'audition de deux personnalités. Monsieur Michel Lalande est préfet de la région Hauts-de-France et préfet du Nord, et monsieur Luc Didier Mazoyer est un inspecteur général et directeur départemental de la sécurité publique du Nord. Pourquoi avons-nous décidé, avec les rapporteurs, d'entendre monsieur le préfet et monsieur le directeur, tout simplement pour que, avec leur grande expérience de l'organisation des déplacements présidentiels, ils nous expliquent très factuellement comment se sont déroulés les deux déplacements présidentiels qui ont eu lieu depuis l'année dernière dans le département du Nord, dont un déplacement sur 2 jours, et qui puissent nous dire l'un et l'autre, même si monsieur le préfet n'a peut-être pas été directement en contact avec monsieur Benalla, étant au sommet de la pyramide de l'État dans son département, il a pu recueillir quelques informations sur le rôle de monsieur Benalla à l'occasion de ces déplacements, nous dire effectivement comment monsieur Benalla s'est inscrit dans l'organisation de ces déplacements, d'une part, qui est sa fonction officielle, qui nous a été rappelée par le directeur de cabinet du président de la République, et sans doute aussi dans sa fonction de fait que nous avons pu constater et qu'il revendique lui-même de protection rapprochée du chef de l'État. Voilà l'objet de cette audition. Nous aurons une audition de même nature cet après-midi avec monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Là, il y a eu à la fois un déplacement privé au mois d'août 2017 et un ou plusieurs déplacements publics. C'est donc un bon terrain d'application pour connaître la pratique des choses, ce qui évidemment nous éclairera pour la suite de nos travaux. Alors, je me dois de vous dire, messieurs,
qu'un faux témoignage devant notre commission des lois dotée des prérogatives d'une commission d'enquête serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et je vais vous inviter à prêter serment tous les deux, serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Messieurs, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Je vais donc, monsieur le préfet et monsieur le directeur, vous laisser la parole brièvement à l'un et l'autre avant que nous puissions vous poser quelques questions. Monsieur le préfet. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, le Président de la République a fait en effet 2 déplacements dans le département du Nord. D'une part, en novembre dernier, sur un itinéraire qui l'a conduit à Lille, Tourcoing et Roubaix, sur un déplacement de 2 jours. Et d'autre part, en janvier dernier, à Onnain, à côté de Valenciennes, à la faveur de l'annonce par un constructeur automobile d'un investissement extrêmement important pour le développement de l'usine en question. Le deuxième déplacement a duré 4 heures. Il est évident que les enjeux ne sont pas les mêmes en termes de préparation ni de mobilisation. Je pense que chacun peut le comprendre. Monsieur Benalla était absent au second. Il était présent au premier déplacement, c'est-à-dire à celui de Lille, Tourcoing et Roubaix. Quelques mots vraiment très, très rapides et très directs. Un déplacement présidentiel, comme tous les déplacements présidentiels que j'ai eu à organiser depuis maintenant bien des années, puisque ça me renvoie à François Mitterrand finalement, sont des déplacements qui obéissent à une logique qui finalement n'a pas tellement évolué dans la mesure où les déplacements présidentiels reposent sur un socle qui est celui qui lui-même est formé du chef de cabinet du président de la République, je dis bien du chef de cabinet du président de la République, du service qu'on appelle le GSPR aujourd'hui, qui s'appelait autrement avant, mais ça ne change pas grand-chose, et au niveau territorial, sur le préfet et le directeur de la sécurité publique, ça pourrait être le colonel de gendarmerie, d'ailleurs, si les déplacements avaient eu lieu, bien sûr, en secteur gendarmerie. Je suis venu avec M. Didier Mazoyer parce que c'est dans son ressort territorial que ce déplacement est intervenu. Mais que ce soit le gendarmerie ou le directeur départemental, je veux dire que la mission est la même, l'engagement est le même, et j'allais dire l'union avec le préfet est exactement la même. Donc un socle qui est formé de vraiment 4 acteurs, le chef de cabinet du président de la République, la chefferie, dirait-on aujourd'hui, 2, le GSPR, qui joue un rôle absolument déterminant, capital dans la sécurité du président, il est même le seul, on vous le dira tout à l'heure avec lui, Didier Mazoyer. Et puis au niveau territorial, le préfet, son cabinet lui-même aussi, et puis bien sûr le directeur départemental et ou le colonel de gendarmerie si on est en secteur gendarmerie. Voilà le socle sur lequel repose un déplacement présidentiel. On pourrait rajouter du Premier ministre d'ailleurs, lorsque celui-ci se déplace sur le territoire. Donc ce socle, si je puis dire, se déploie à 2 grands moments, finalement. Le premier moment, c'est dans la phase amont, c'est la phase de la préparation, qui est de loin la période la plus importante. Je vais y revenir dans un instant, et on pourrait y revenir à travers vos questions. Et puis ensuite, il y a le temps du déplacement lui-même, qui, paradoxalement, est sans doute, dans mon métier, celui qui est le moins stressant, le temps de l'amont, et le temps où... si on l'accomplit bien, si on le réussit bien, si on le prépare bien, est de nature en tout cas à aplanir et à réfréner beaucoup des difficultés que nous pourrions avoir en aval. Donc plus l'amont est investi, plus l'aval sera apaisé. Donc sur l'amont, 2 grands temps à retenir. Il y a un premier temps que peut-être certains d'entre vous connaissez bien par vos expériences ministérielles ou de cabinet ministériel ou présidentiel, c'est le temps de la détermination du thème du déplacement. Le choix est éminemment politique. La politique de la ville, par exemple, le soutien industriel à une entreprise automobile dans le Nord, ce sont des thèmes qui évidemment sont politiques, qui sont en résonance avec un territoire comme vous pouvez l'imaginer. Reste ensuite à décliner ces 2 thèmes, à les décliner de manière à ce que
la manière de les mettre en scène parle et donne à ce thème une expression et une force, une puissance politique tout à fait singulière. Et c'est dans cette phase amont que nous allons déterminer les différentes séquences qui vont nous permettre de pouvoir organiser, séquencer ce territoire. Ce travail-là, il se fait avec le chef de cabinet du président de la République, il se fait avec les conseillers du président de la République, les conseillers sur le fond, notamment les conseillers sur la politique de la ville, les conseillers industriels du président de la République, voire avec d'autres conseillers de cabinet ministériel, de manière, bien sûr, à soutenir le discours, bien sûr, du président. Et puis, vient le temps ensuite de la reconnaissance, à partir du moment où l'itinérance est bien arrêtée, ou enfin, en tout cas stabilisée, elle n'est jamais arrêtée qu'à l'ultime fin en réalité, vient le temps ensuite, si je puis dire, de la reconnaissance de toutes les séquences que nous allons, y compris bien sûr le tracé, l'itinéraire qu'on va utiliser, qu'on va emprunter, avec le convoi présidentiel et le convoi de manière plus générale, avec donc le repérage de chaque site, la détermination des personnes ressources sur chacun de ces sites, de manière à donner à ce déplacement la force et l'importance qui lui revient. Bien sûr, plus le déplacement est long dans le temps, plus la préparation est elle-même longue, et plus le nombre de personnes engagées, si je puis dire, dans cette préparation, y compris à la présidence de la République, est important. La préparation de Valenciennes, du déplacement à Onnaing le 22 janvier et celle du mois de novembre, en intensité, n'a rien à voir. 4 heures à Onnaing et 24 heures pratiquement sur le département du Nord. Vous vous rendez bien compte que l'intensité de la préparation n'est pas la même et le nombre de personnel embarqué n'est pas le même non plus. Donc pour terminer, à la faveur du déplacement dans le Nord du mois de novembre, M. Benalla était présent. Il n'était pas présent au mois de janvier. Il était présent au mois de novembre. J'ai prêté serment, donc je parle sous serment. Je n'en avais aucun souvenir. Et en retrouvant les archives de préparation qu'on tient à votre disposition d'ailleurs, vous verrez que le rôle de celui-ci n'apparaît ni en sécurité, Luc Didier Mazoyer reviendra, d'aucune façon, et il intervient en réalité la veille du déplacement du président pour préciser les conditions de son installation, notamment à Roubaix, et il était, à mon avis, pleinement dans son rôle de celui d'un membre d'une chefferie de cabinet qui s'assure que son patron, comme on dit, est bien installé, le plan de table est correctement fait, et son image, si je puis dire, compte tenu de son emplacement, sera une image positive. Et puis ensuite vient le temps, bien sûr, juste avant le déplacement, de la détermination du plan de sécurité que prépare le directeur départemental. On l'a amené, il vous le montrera. C'est un document assez épais qui détermine l'ensemble des conditions de sécurité qui sont finalisées avec le GSPR et moi-même, et que le directeur départemental de la sécurité publique met en œuvre avec les renforts, les moyens qu'il obtient par mon intermédiaire du ministère de l'Intérieur. Car la négociation des moyens complémentaires à ceux dont nous pouvons avoir besoin, eh bien, ces moyens sont négociés avec le ministère de l'Intérieur et prennent la forme de compagnies de CRS ou d'escadrons de gendarmerie mobile. Et puis enfin vient le temps du déplacement lui-même, bien sûr, qui a été donc une fin d'après-midi, une soirée, une nuit à l'hôtel, car les chambres de la préfecture étaient indisponibles pour des raisons de travaux, et une grosse demi-journée, voire un peu plus, donc encore le lendemain. Voilà cette séquence qui a été quand même très nourrie sur le Nord au mois de novembre, qui s'est passé sans incident majeur, ayant relu toute la presse de l'époque, ayant relu tout ce qui a pu être publié, en tout cas rien qui ait pu en tout cas attirer notre attention, et je crois que ce déplacement fait plutôt réussi selon les commentateurs, de la même façon sur le déplacement de Valenciennes,
où je le redis en terminant mon intervention, M. Benalla n'était pas là au mois de janvier, il était là au mois de novembre, et le rôle qui a été le sien était un rôle qui n'avait absolument rien à voir, je dis bien rien à voir avec les questions de sécurité. Merci, Monsieur le Préfet. Monsieur le Directeur. Monsieur le Président, donc je ne vais pas reprendre ce que vous a exposé Monsieur le Préfet. Simplement, effectivement, ce socle, il est dans la préparation, il est également dans l'action pendant toute la durée de la visite. Et les interlocuteurs du DDSP sont le préfet, première autorité en charge du déplacement, le chef du GSPR, son adjoint éventuellement, le chef de cabinet par l'intermédiaire du directeur de cabinet du préfet. Sur la préparation elle-même, le DDSP doit avoir à l'esprit trois grands axes. Le premier, c'est l'état de la menace. L'état de la menace qui peut être d'ordre terroriste, il est quasi permanent. L'état de la menace en termes de contestation sociale. Sur un déplacement présidentiel, il y a quasi systématiquement, et ça a été le cas, même si ce n'était pas de grande ampleur, des manifestations et des contestations. C'est l'occasion, médiatiquement, de contester une visite de chef d'État et d'avoir une caisse de résonance. Et cela nécessite donc la mise en place d'un dispositif adapté. Le troisième axe, c'est l'axe cortège-circulation, qui est un axe important, que je délègue régulièrement à mon directeur adjoint pour la prise en compte du cortège présidentiel, moi-même me tenant aux côtés du préfet à la voix ou par texto durant toute la visite, et également au contact du chef de mission GSPR pour adapter le dispositif en fonction de son évolution. Je pourrais rentrer dans le détail du dispositif lui-même si vous le souhaitez par la suite. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Je donne la parole à l'un de nos deux rapporteurs. Qui la prend en premier ? Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, vous venez d'indiquer que Monsieur Benalla n'avait pas de rôle à jouer dans la sécurité lorsqu'il est venu sur ce déplacement du Président de la République. Vous avez vérifié, nous avez-vous indiqué quelle avait été sa participation néanmoins en amont. Pouvez-vous être plus précis sur les réunions auxquelles il a pu participer, puisque nécessairement, si elle a été notée, cela ressort d'un certain nombre de documents. Alors, il n'a participé à aucune réunion organisée autour de la sécurité. C'est clair. Par ailleurs, il n'a jamais été, ni de près ou de loin, lié à la sécurité du président. Moi, je tiens à la disposition de votre commission, simplement on enlèvera les numéros de téléphone, les portables pour des tas de raisons de sécurité, mais vous verrez où se situer M. Benalla dans le cortège officiel du président de la République. Ça vaudra, à mon avis, tous les commentaires. Enfin, c'est un document du 13 novembre, c'est le fac-similé du cortège présidentiel, et vous verrez qu'il était à sa place, c'est-à-dire avec les conseillers techniques du président de la République, très loin du GSPR, de la voiture présidentielle. Donc c'est un point extrêmement précis qui démontre que, en aucune façon, en tout cas pour ce déplacement dans le Nord, dont j'ai assuré la supervision et la direction, il n'a été présent, ainsi que sur toutes les séquences. Et quant aux réunions techniques qui ont pu avoir lieu sous mon autorité, celle de mon directeur de cabinet ou de Luc Didier-Mazoyer, je le laisserai répondre, mais moi je ne l'ai vu à aucune réunion ni interférer de quelque manière que ce soit dans ce domaine-là. Monsieur le Directeur. Oui, s'agissant de M. Benalla, je n'avais aucun souvenir de sa présence sur cet événement. Je ne le connaissais pas, mais après l'avoir vu effectivement dans les médias, aucune image ne m'est revenue par ailleurs de sa présence. Je rappelle que j'ai participé non pas à ce qu'on appelle le couvert, c'est-à-dire la visite à l'intérieur des locaux sur notamment l'épisode préfecture dans lequel il y avait une séquence politique et de réception des élus, mais j'ai participé à toutes les autres séquences sur cet épisode, notamment sur l'arrivée du président à 20h13 en préfecture, alors même qu'on avait des manifestants qui étaient devant la préfecture, et le lendemain sur les deux épisodes suivants qui ont été le déplacement sur le site de la Bourgogne, sur lequel nous avons eu là aussi des manifestants isolés qu'il a fallu contenir, une gestion de foule en liesse, un bain de foule pris par le président au milieu de quelques centaines de personnes, au cours duquel je ne l'ai vu à aucun moment. Et enfin, le dernier épisode, c'était la fin, je vous remettrai bien entendu les notes de service, sur le secteur dit de pleine image à Roubaix, qui était la visite d'un site et d'une start-up, sur lequel nous avons eu aussi des manifestants,
qui ont été retenus par les forces de CRS, où à aucun moment il n'a interféré, enfin, ne s'est présenté dans le dispositif. Merci, Monsieur le Directeur. Madame Jourda, d'autres questions? Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Une autre question. Donc, si je saisis bien le sens de vos propos, en réalité, il n'a jamais été à proximité du Président de la République pendant ce séjour. De manière générale, si tant est que vous puissiez répondre à une question générale, ce rôle que vous prêtez à Monsieur Benalla, c'est-à-dire qui est presque un rôle protocolaire dans ce que vous m'avez expliqué, c'est-à-dire le plan de table, l'hôtel, vous nous avez dit ça tout à l'heure, est-il compatible avec le fait qu'on le voit assez souvent à proximité du Président de la République? Je n'ai d'abord pas dit qu'il n'était pas à proximité du Président de la République. Il l'a sans doute été. Je n'en ai pour ma part aucun souvenir. Bien. En compulsant les photos de presse, en tout cas je ne l'ai pas vu. J'ai amené tous les documents de presse ici. Vous pourrez les regarder si vous le souhaitez. Je les laisse à la disposition de votre commission. En tout cas, il n'apparaît, je crois, nulle part. Peut-être une fois, mais c'est même pas sûr. Donc il a peut-être été dans l'entourage du président, c'est possible, et quand il l'a été, c'était dans le cadre sans doute de sa fonction de conseiller, comme bien d'autres conseillers qui s'approchent du président pour faire passer des messages. Certains d'entre vous l'ont été ici, et le président, comme toute autorité, a besoin de temps en temps d'être saisi de telle ou telle information pour pouvoir tout simplement répondre à ses interlocuteurs. Donc sa présence, comme celle de tous les conseillers, a été une présence qui correspondait à des opportunités et sur lesquelles je n'ai aucun commentaire à faire. Là où on a retrouvé trace de sa valeur ajoutée par rapport à l'État territorial, ça a été effectivement dans l'organisation précise des deux séquences qui ont eu lieu à la Condition publique. C'est à Roubaix, c'est un site absolument magnifique, et où il y avait à la fois une rencontre avec des jeunes autour d'une exposition « Toi, Président », et en même temps, il y avait un dîner ensuite avec une trentaine de personnes, de jeunes pour la plupart. Et là, on se souvient qu'il est effectivement intervenu, mais à juste titre, c'était tout à fait son métier, d'intervenir dans le plan de table, dans l'organisation de ce dîner, dans la façon de filtrer les gens, et de la même façon qu'il s'est attaché à l'endroit où le président de la République serait amené à s'exprimer dans cette rencontre avec ceux qui avaient fait cette séquence « Toi, Président ». Il était dans son rôle, comme d'autres conseillers l'ont été, en intervenant sur le fond du dossier, sur tel ou tel domaine de la politique de la ville. Rien qui, en tout cas, ne pose, à mon avis, de problème. Merci, Monsieur le Préfet. Madame Jourda, d'autres questions? Monsieur le Président Sueur. Je vais juste ajouter une question, Monsieur le Préfet. Connaissant depuis longtemps votre action au service de l'État et de la République, je voulais simplement vous demander si vous avez eu connaissance d'insuffisances, de dysfonctionnements dans la sécurité du chef de l'État au cours des voyages auxquels vous avez eu l'occasion de participer ou que vous avez eu l'occasion d'organiser. Je risquerais bien une autre question, mais à laquelle vous pourriez très bien ne pas répondre, car vous êtes un préfet de la République, et donc vous êtes bien entendu totalement solidaire du ministre de l'Intérieur et du président de la République, je pense. L'idée, c'était la suivante. Il a été question d'une réorganisation de la sécurité du président de la République, de telle manière qu'il y ait une fusion entre le GSPR et le commandement militaire, et que l'entité ainsi constituée soit en quelque sorte autonome par rapport au ministère de l'Intérieur. Est-ce que cela appelle de votre part des commentaires? Et si ça n'en appelle pas, je le comprendrai d'ailleurs. Je crois que vous avez compris que je ne vais pas vous répondre, et je vous remercie effectivement. Allez-y, Monsieur le Préfet. Peut-être qu'un jour, je ferai une société de consultance comme d'autres, et effectivement, je donnerai mes conseils, car j'aurais peut-être des choses à dire. Mais ça, je laisse ça aux experts. Pour ce qui est de la première question. Alors, sa première question, par contre, là, on va surtout pas se dérober, parce que on a un peu de recul, hélas, et les cheveux blancs en témoignent, mais je n'ai jamais vu, pour ma part, d'insuffisance dans la sécurité du président de la République. Et j'ai plutôt vu d'ailleurs des présidents de la République réclamer de l'air pour respirer, l'envie d'aller au contact. Beaucoup sourient, ça doit vous évoquer beaucoup de souvenirs pour certains.
mais l'envie de respirer, l'envie de se déplacer, ce qui est tout à fait normal. Enfin, je n'en citerai aucun, mais je pense que les cadres que j'ai servis plus particulièrement, aucun d'eux en tout cas, ne fait exception à cette envie de respirer, de voir, d'aller voir les élus, d'aller voir les habitants, de rentrer dans des maisons, enfin, on pense tout de suite à l'un d'entre eux, et d'aller passer un moment avec eux pour peut-être toucher la réalité la plus concrète. Donc j'ai plutôt entendu des présidents de la République, parfois des membres de son cabinet, nous dire mais éloigner les forces de sécurité ni au vu ni au su, c'est une expression dont vous avez sans doute souvent entendu parler, éloignons les forces de sécurité pour donner un caractère soutenable, respirable à ce déplacement. Le GSPR qui assure vraiment la protection rapprochée du président. Mais cette protection rapprochée n'épuise pas la question de la sécurité d'un déplacement présidentiel. Car n'oubliez jamais que dans un déplacement présidentiel, vous avez deux autres composantes. Vous avez d'abord les accompagnants du président de la République. Souvent, ce sont des ministres. Parfois, certains peuvent être eux-mêmes exposés. Le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, sont des personnalités qui elles-mêmes peuvent être exposées à une insécurité réelle. Deuxièmement, n'oubliez pas le public. Alors, quand on est préfet, que le président de la République est accueilli dans une salle, il est accueilli par une foule le long d'une route, il est capital pour nous de sécuriser cette foule qui est présente. C'est un sujet majeur. Donc, le président, c'est bien sûr un sujet. Le GSPR est là pour effectivement y veiller. Nous avons toute une stratégie d'organisation de nos forces en profondeur, comme on dit, pour prévenir, anticiper, repérer les anomalies dans les comportements de tel ou tel. Et nous avons ensuite une sécurité de proximité, et c'est celle-là la plus difficile en réalité à tenir. Celle qui doit être présente mais peu visible, celle qui doit être certes très peu visible mais extrêmement efficace pour pouvoir empêcher un ravaillac, si je puis dire, ou empêcher tel ou tel individu qui voudra, pour une image éphémère sur une chaîne de télévision, à tout prix exister. Et ça, c'est notre difficulté. C'est précisément sur ce point-là que réside la difficulté la plus importante dans un déplacement présidentiel. Alors peut-être, vous ne m'avez pas posé une question, mais je vais me la poser, c'est est-ce que finalement les présidents de la République sont plus défendus en France que dans les pays étrangers ? Il se trouve que j'ai fait le 70e anniversaire du débarquement en Normandie et j'avais 22 chefs d'État. Je pense qu'il y a des exigences plus élevées chez certaines puissances étrangères, nettement plus élevées à tous égards. C'est ce que je veux vous dire. Monsieur le préfet, vous exprimez très bien la tension, y compris intérieure, que doit ressentir un préfet qui organise un déplacement du président de la République. Parce que, certes, le président de la République, personnellement, son entourage, qui ne sous-estime jamais sa popularité, ont très envie d'aller au contact, ce qui peut faire courir des risques du point de vue de la sécurité. Mais quand ces risques surviennent, même s'il ne s'agit pas de violences qui sont commises à l'encontre du président de la République, mais tout simplement de manifestants qui arrivent à proximité du président, il est arrivé dans le passé que les préfets en fassent les frais. On a vu des préfets relevés de leurs fonctions 2 jours après un déplacement présidentiel, alors même qu'ils avaient alerté la présidence de la République sur les précautions à prendre et que celle-ci les avait refusées. Est-ce que vous diriez qu'à l'occasion de ces déplacements, vous avez eu les coudées franches par rapport au cabinet du président de la République pour, vous-même cherchant un bon équilibre entre la sécurité et la respiration, c'est le mot que je crois que vous avez utilisé, est-ce que vous avez eu les coudées franches pour assurer ce déplacement et réaliser cet équilibre ? Oui. Je dis oui. Je dis sans aucune réserve parce que dans ces 2 déplacements, surtout dans le premier, le deuxième était quand même un déplacement extrêmement facile. Enfin, je veux dire qu'il n'y avait aucun problème de quelque nature que ce soit.
La question du brouillard était en fait la vraie question. C'est est-ce que l'avion allait pouvoir atterrir ou est-ce que c'était par un autre moyen de locomotion que le président allait-il venir? Donc je ne m'arrêterai pas sur le 22 janvier. Sur le mois de novembre, où il y avait des enjeux autrement plus conséquents que là, on n'a eu absolument aucun problème d'aucune sorte pour obtenir les moyens que nous avons obtenus. Dans un déplacement présidentiel, mais Luc Didier-Massoyer le dira mieux que moi, nous commençons par mobiliser les moyens territoriaux. Car n'oubliez jamais que ceux qui connaissent le terrain, ce sont les territoriaux. Les unités de force mobile, sauf quand elles sont du secteur, ce qui est assez rare, ce sont des gens qui viennent mais qui ne connaissent pas le terrain. Donc il ne faut surtout pas leur faire jouer un rôle de proximité, sinon vous engagez très très mal le déplacement du président de la République. Donc je dirais que la question n'est pas tant du nombre de moyens d'individus que vous engagez, mais la qualité des individus que vous engagez. C'est ça qui est essentiel. Et vous devez faire monter en première ligne des agents de proximité, c'est-à-dire des commissariats, de la direction départementale de la sécurité publique, qui dans le Nord est quand même une très très grosse machine de plusieurs milliers de personnels. Et puis par ailleurs, vous faites venir effectivement des moyens complémentaires. Nous en avons eu 2 le premier jour et 3 des unités de force mobile, 3 le second jour, qui sont venus pour beaucoup sécuriser les arrières, comme je l'ai dit tout à l'heure, sécuriser les carrefours stratégiques et faire du maintien de l'ordre, là où on a jugé qu'il fallait faire du maintien de l'ordre, compte tenu des rassemblements qui n'étaient pas nécessairement amicaux et qui se profilaient à l'horizon lointain du président de la République. Donc oui, on a eu tous les moyens que nous voulions, les moyens techniques, les moyens humains, les moyens automobiles. Et franchement, je n'ai d'ailleurs jamais fait de déplacement présidentiel avec quelque président que ce soit, et sous quelque gouvernement que ce soit, où je n'ai pas eu les moyens de conduire ce déplacement comme il le fallait. Merci, Monsieur le Préfet. Madame Jourda, vous vouliez reposer une question. Oui, une question tout à fait basique, Monsieur le Préfet ou Monsieur le Directeur. Lorsque, en phase amont, vous avez des réunions avec la chefferie de cabinet de l'Élysée ou le GESPER, quelle est la fonction ou le grade de vos interlocuteurs, tant à la chefferie qu'au GESPER? L'interlocuteur pour les préparations, alors encore une fois, couvert, ça concerne essentiellement le cabinet de Monsieur le Préfet pour ce qui concerne le déroulé, le protocole et tout ce qui peut se passer à l'intérieur de certains sites, notamment les discours. Pour tout ce qui est extérieur, déplacement, pilotage, arrivée et déplacement de l'autorité du président de la République sur la voie publique, c'est le chef du GSPR intuitu personné, colonel Lavergne, chef du GSPR, et en l'occurrence pour ce déplacement, le seul donc apparemment M. Benalla était présent, son chef de mission précurseur, l'adjudant-chef Ocello. Voilà. C'est avec ces 2 sous-officiers et officiers de gendarmerie que j'ai eu contact, et pas avec personne d'autre. Alors après, il y avait bien entendu un environnement, un déplacement du président de la République, c'est plusieurs personnes en civil, que ce soit des chargés de communication, voire même des personnes du GESPER qu'on identifie à leur badge, que l'on rencontre ici ou là, sur le pilotage, sur les précurseurs, sur la tenue de certaines issues, que moi-même, il m'arrive de pas détecter. Mais mes interlocuteurs, très clairement, le chef de mission, sur le déplacement d'Onin le 22 janvier, le colonel Lavergne n'était pas présent, c'est son adjoint, le commissaire divisionnaire Péroudon, avec lequel j'ai traité, et un des chefs de mission dont j'ai oublié le nom. C'est très réduit, c'est encore une fois le socle auquel le préfet a fait référence, il se déplace, il est dans la préparation, et plus on arrive près de l'événement, plus il est soudé, et dans l'événement lui-même, il ne se quitte plus. Merci, Monsieur le Directeur. Madame L'Herbier. Monsieur le préfet de région, monsieur le directeur départemental de la police, d'abord je suis ravie d'être présente à votre audition en tant que nordiste. Et pour témoigner aussi à mes collègues, la minutie qui est employée dans la préparation justement de visites. J'ai eu à travailler avec vous, monsieur le préfet, vous le savez, en matière de sécurité. Je sais à quel point la sécurité est votre priorité. Parce qu'on est quand même à la frontière belge, dans le Nord. On a eu quand même des menaces terroristes très très élevées. Et donc, votre vigilance est plus que nécessaire. Une chose, j'ai participé justement à la visite du président, notamment aussi sur le site de la Bourgogne, la ZUP de Tourcoing.
Et je n'ai aucun souvenir de la présence de M. Benalla, parce qu'on ne fait pas attention à tout ça. Mais je me souviens très bien, en étant sur le site, vu le nombre de gens qui s'agglutinaient autour de nous, je me suis posé la question de savoir, Monsieur le Préfet a-t-il connaissance de tous les points vidéo? Quand on a été adjoint à la sécurité, on pense tout de suite à la vidéo. Monsieur le Préfet a-t-il connaissance de tous les points vidéo qui nous entourent? Points vidéo pour les zones publiques, points vidéo d'enregistrement pour les zones privées. Je me suis posé la question en me disant très certainement que oui, en amont, dans la préparation, ça doit faire partie de la préparation de la visite. Et un deuxième point, toujours ce même jour, c'est très curieux parce que je croyais que ça m'était... j'avais oublié ces points, mais toujours ce même jour, je me suis dit, Monsieur le Préfet et Monsieur le Directeur départemental de la police, c'est vrai que vous veniez d'arriver, Monsieur Mazoyer, à l'époque, je me suis dit, ont-ils aussi connaissance de toutes les personnes qui possèdent une arme sur les lieux? Parce que on sortait de problèmes de terrorisme, on sortait et on se sentait pas en grande sécurité. Moi-même, je me sentais pas en sécurité. Tout le monde poussait. Le président était agglutiné sur des grilles, et donc il y avait les publics de la ZUP qui étaient de l'autre côté des grilles. Je me suis dit, n'importe qui de n'importe où il est en danger. Je le sentais en danger. Je nous sentais tous en danger ce jour-là. Donc je voudrais savoir si vous avez connaissance de tous les gens qui possédaient une arme ce jour-là. Et peut-être si Madame L'Herbier avait raison de se sentir en danger. Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur, vous avez la parole. On va répondre alternativement. J'espère que vous n'êtes pas senti en danger, d'abord parce qu'on était là pour vous protéger et que ça s'est très bien passé. Oui, la première question, incontestablement, on a bien sûr, Luc Didier Mazoyer va y revenir, mais on a bien sûr la connaissance de toutes les caméras publiques et privées. Dans la salle de captation d'images de la mairie, on avait un ensemble de policiers qui étaient là en temps réel. Et puis il y a peut-être des gens que vous n'avez pas vus parce qu'ils étaient hauts sur les toits, mais nous avions des hommes bien grimés d'ailleurs parfois, et qui étaient sur tous les toits avec des jumelles prêts à intervenir, de la même façon que nous avions dans le centre social et au milieu de la foule, figurez-vous. Nous avions des personnels, bien sûr, spécialisés, effectivement policiers, prêts à intervenir, bien sûr. Mais ça, c'est le propre de tous les déplacements, depuis aussi longtemps que la République existe, me semble-t-il. Madame L'Herbier. Si je peux affiner ma question, Monsieur le Président, concernant justement ces vidéos, comme on a su par la suite dans l'affaire Benalla qu'il a pu se procurer les vidéos, sur le site de Tourcoing, si qui que ce soit avait pu se procurer les vidéos, vous l'auriez su ou pas? Ou est-ce que c'était faisable? Et si c'était est-ce que c'était des copies, enregistrées ou autres? Alors, c'est un Monsieur le Directeur, non, Monsieur le Préfet. Et le directeur répond. Pour les vidéos, on ne peut pas anticiper le fait de capter une vidéo de manière illégale, mais on arrive à remonter rapidement sur la traçabilité, parce que tout est tracé informatiquement. Donc, quand on regarde un film vidéo, sur les armes, par ailleurs, Monsieur le Préfet donne toutes les instructions dans ces cas-là pour que le service du renseignement territorial et la DGSI, mais dans un domaine un peu plus confidentiel, assure un filtrage, ce qu'on appelle un criblage des personnes qui pourraient avoir contact avec l'autorité présidentielle, voire être sur des sites donnant directement sur les lieux. Et dans ces cas-là, il y a le criblage renseignement, plus le passage au fichier Agrippa qui permet de savoir si une personne est titulaire d'une arme. Mais, Monsieur le Directeur, est-ce que ça veut dire que si Monsieur Benalla avait porté son arme, puisqu'il était titulaire d'un permis de port d'armes à l'occasion de ce déplacement, cela aurait dû vous être signalé? Non, que le chef, qu'une personne qui bénéficie d'une autorisation de port d'armes ait ce port d'armes et soit dans la visite présidentielle, non, on n'a pas à me le signaler. Enfin, un chef de cabinet adjoint peut avoir un port d'armes, mais je ne suis pas censé le savoir. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions, mes chers collègues? Pas d'autres questions? Madame Massassi.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Monsieur le DDSP. Oui, merci, mes chers collègues. Voilà, je voulais d'abord vous remercier pour les éléments très précis que vous nous avez fournis, qui montrent une certaine rigueur et un certain professionnalisme de votre part. Je pense que c'est à saluer. J'ai une question précise. Vous nous avez fait part, au moment des déplacements du président de la République dans votre région, de mouvements sociaux et de rassemblements. Je voulais savoir si vous aviez des rencontres avec soit les organisations syndicales, soit les associations qui sont maîtresse de ces rassemblements. Et ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que vous savez si elles ont des liens avec la chefferie en amont de ces initiatives? Sur ce point, effectivement, je crois qu'il faut indiquer qu'il n'y a pas de déplacement présidentiel qui ne donne pas lieu à des cahiers de doléances, si je puis dire. C'est bien normal. Et la chefferie de cabinet, le préfet, les maires, les parlementaires reçoivent abondance de demandes pour obtenir une audience. Vous le savez bien, je pense que vous l'avez tous vécu dans vos propres territoires. Et effectivement, il appartient à la chefferie de cabinet, en lien avec le préfet, d'organiser, bien sûr, la rencontre avec celles et ceux qui le souhaitent, de manière à calmer, si je puis dire, les incompréhensions et les mécontentements quand il y en a. Ça, c'est vraiment le rôle de l'amont, comme je le disais tout à l'heure, détecter l'ensemble des situations qui peuvent paraître difficiles pour pouvoir les traiter de façon la plus optimale le jour de la visite et ainsi s'épargner effectivement des conflits positifs entre des groupes qui n'ont pas nécessairement envie d'en connaître. Là où, comme toujours, il y a une difficulté, c'est lorsque les personnes ne manifestent pas l'envie d'être reçues. Alors c'est ça dont il s'est, ce à quoi nous avons été confrontés, mais comme dans la plupart des déplacements présidentiels, il n'y avait pas de ce point de vue de novation particulière, et nous avons été confrontés en novembre dernier, comme dans beaucoup d'autres déplacements que j'ai assurés tout le long de ma carrière. Nous avons été confrontés à plusieurs groupuscules qui ont tenté à plusieurs reprises de s'exprimer au contact du président de la République. Et bien sûr, notre métier, ça a été tout de même de faire en sorte que cette expression soit la plus lointaine possible. Et nous y avons plutôt réussi sans violence particulière, mais avec beaucoup de conviction du directeur départemental. Merci, monsieur le préfet. Merci, monsieur le directeur, de votre expertise à l'un et à l'autre et de vos témoignages. Cette audition est maintenant achevée et nous allons pouvoir passer dans un instant à l'audition suivante. Ça nous sera très utile.